Les visages de mes amis devenaient des masques étranges et froids, et leur voix, autrefois familière, se transformait en murmures déformés. Julie avait toujours été une personne chaleureuse et pleine de vie. Mais tout a changé le jour où elle a commencé à croire que son fils, Thomas, n'était pas son véritable enfant. Thomas, âgé de 8 ans, était un garçon sensible et intelligent, mais il avait été profondément marqué par ce qui s'était passé. Julie était persuadée que le véritable Thomas avait été enlevé et que le garçon qu'elle voyait chaque jour n'était qu'un clone, une copie imparfaite de son vrai fils. Selon elle, ce clone était placé ici pour remplacer le véritable Thomas, qui était prisonnier quelque part. Je me souviens de cette nuit comme si c'était hier. La maison de Julie était plongée dans une obscurité oppressante, à peine éclairée par les lueurs vacillantes d'une lampe de chevet. J'étais resté chez elle après une journée difficile, espérant que ma présence apporterait un peu de réconfort. Mais ce soir-là, je suis tombé sur un cauchemar. Julie avait l'air démente, ses yeux étaient écarquillés, et son visage était pâle comme celui d'un spectre. Thomas était dans la pièce voisine, ses pleurs étouffés par la porte fermée. Julie était en train de fouiller la maison, renversant des objets avec frénésie. Lorsqu'elle m'a vu, elle s'est précipitée vers moi, ses mains tremblantes et ses cheveux épars. « Il faut le retrouver. Il doit être quelque part. Le vrai Thomas est emprisonné, et ce monstre ici n'est qu'une imitation. » Je l'ai regardée, désemparée, incapable de comprendre comment en était-elle arrivée là. Elle m'a supplié de l'aider, de chercher le véritable Thomas. Ses cris étaient déchirants, une voix pleine de désespoir et de détermination. Elle a commencé à crier sur Thomas, le traitant de monstre et lui demandant où était son vrai fils. Le petit garçon, pétrifié, se blottissait dans un coin de la pièce, incapable de comprendre ce qu'il se passait. « Dis-moi où il est. Où est mon vrai fils ?» criait Julie, sa voix brisée par la panique. J'ai essayé de la calmer, de lui expliquer que ce n'était pas possible, que Thomas était bien son fils, que la réalité qu'elle percevait n'était pas celle de tout le monde. Mais elle était inconsolable, son esprit tordu par la paranoïa et la peur. Les médecins avaient diagnostiqué son état comme étant le syndrome de Capgras, mais cela n'a fait qu'ajouter à sa détermination. La situation est devenue intenable. Thomas était en état de choc, et j'ai pris la décision difficile de le protéger. Julie était trop loin dans sa folie pour être raisonnable, et je ne pouvais pas laisser Thomas, déjà traumatisé, continuer à vivre dans une telle terreur. J'ai pris la responsabilité de Thomas, le mettant en sécurité chez moi, loin de la maison où il avait connu ce désastre. Depuis quelques mois, Julie a disparu de ma vie. J'ai appris qu'elle se refusait à voir la réalité, s'enfonçant encore plus dans son délire. Ses appels se sont espacés, devenus rares et désespérés, remplis d'incompréhension et de colère. Je n'ai pas eu le courage de la revoir, et je ne sais pas ce qu'elle fait ni où elle se trouve. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est toujours convaincue que son fils est en danger, que le clone qui vit avec elle n'est pas son vrai enfant. Thomas est avec moi maintenant, essayant de se reconstruire, de retrouver un semblant de normalité. Il reste hanté par les cris de sa mère et par l'ombre de ce qui s'est passé. La maison qui était autrefois pleine de rire et de chaleur est maintenant un lieu de douleur et de confusion. Et moi, je suis pris dans une spirale de culpabilité et de tristesse, ne sachant pas comment aider Julie tout en essayant de protéger Thomas des démons de son propre passé. Chaque matin, quand je me réveille, je regarde mes parents dans la cuisine, leur routine quotidienne en arrière-plan. Je les vois, mais je ne les reconnais plus. Ce sont des copies, des imposteurs habillés comme mes parents. Leurs gestes me semblent mécaniques, trop parfaits pour être réels. La façon dont ils se déplacent, la manière dont ils sourient, tout semble un peu trop calculé, un peu trop artificiel. Je me demande, où sont les vrais? Où sont mes véritables parents? C'est une pensée insidieuse, qui s'infiltre dans mon esprit et y prend racine. Parfois, en voyant mon chien, il m'arrive de douter qu'il soit réellement le même que celui avec lequel j'ai partagé tant de souvenirs. Son regard, son comportement, tout peut me sembler suspect. Je cherche des signes, des preuves que l'animal que je caresse n'est pas un imposteur envoyé par une force extérieure. La peur s'infiltre dans chaque caresse, chaque regard échangé. Il y a des moments où je fais des crises de panique incontrôlables.
L'autre jour, je suis allé voir des amis d'enfance. Nous avons ri, parlé de vieux souvenirs, essayé de nous reconnecter. Tout allait bien, jusqu'à ce que, soudainement, une vague d'angoisse me submerge. L'un d'eux a souri, et à ce moment précis, j'ai eu l'impression de voir un étranger maléfique se dérober sous le visage de mon ami. C'était comme si une ombre déformante avait pris possession de lui, un monstre souriant à travers un masque humain. La panique a éclaté comme une vague déchaînée. Je me suis retrouvé à fuir, le cœur battant à tout rompre, le souffle court, emporté par une vague de terreur ininterrompue. Les gens autour de moi, leurs visages se transformant en étranges caricatures, me regardaient avec confusion, incapables de comprendre ce que je vivais. Je sais que ce que je ressens est une folie tissée dans le tissu de ma réalité. Je sais que ce doute constant, cette incapacité à accepter que ce que je vois est réel, est une partie de moi qui s'effondre lentement. Les spécialistes me parlent de syndrome de Capgras, mais les mots n'ont jamais suffi à apaiser la terreur qui m'habite. Ils disent que c'est un trouble de la perception, une défaillance de la confiance en soi et en ses propres sens. Je tente de garder une façade de normalité, de vivre ma vie comme avant, mais chaque interaction, chaque regard, est devenu un champ de bataille. Je me demande toujours si la personne devant moi est authentique ou si elle est une imitation, un être sinistre caché derrière un masque familier. La peur que mes proches soient des imposteurs se mêle à la culpabilité de ne pas pouvoir leur faire confiance, ce qui rend chaque jour un défi presque insurmontable. Parfois, je me demande si je trouverai un jour une paix intérieure, si je serai capable de réconcilier cette dissonance constante avec la réalité. Pour l'instant, je me débat avec l'ombre de cette peur, cherchant désespérément des preuves de la véracité du monde qui m'entoure, tout en essayant de ne pas me noyer dans cette mer de doute et d'angoisse. Ça s'est passé en Italie en 2007. Un homme de 83 ans, tué par son fils, a été retrouvé mort dans la salle à manger de son appartement, avec du sang abondamment répandu sur le sol et les murs environnants. Après le meurtre, l'agresseur a téléphoné à sa sœur et à son beau-frère pour les rassurer en leur disant que tout avait été réglé. Il a ensuite sonné à la porte du voisin, mais ils n'ont pas ouvert, alors il est resté perplexe dans l'escalier avec une serviette déchirée dans les mains. La victime était allongée sur le dos, la tête près d'une plinthe en marbre brisé. Il portait un t-shirt blanc qui avait été relevé au-dessus de la poitrine, un caleçon et un short qui avaient été abaissés jusqu'aux chevilles. Il tenait un couteau à pain lâchement dans sa main droite. Le visage, l'abdomen et les bras de l'homme étaient couverts de sang, et de multiples lésions cutanées en forme de boutonnière étaient visibles sur l'abdomen. Aucune trace de sang n'a été observée sur les jambes de l'homme ou sur son dos. 2 investigations de la scène de crime ont été menées, avant et après l'autopsie médico-légale requise par le procureur. L'auteur du crime était le fils célibataire de 45 ans de la victime, qui vivait avec son père. Il était le 3e et plus jeune fils, et aucun antécédent familial de troubles psychiatriques n'a été trouvé. Un développement psychosocial normal a été rapporté, et sa personnalité était décrite comme vive. Il avait obtenu son diplôme de lycée malgré 2 redoublements. Par la suite, il avait occupé des emplois occasionnels avant de trouver un emploi permanent dans une usine de chaussures. L'homme était au chômage depuis 19 ans avant le crime. Lorsqu'il a été hospitalisé pour la première fois en psychiatrie en raison de délires aigus, il a alors été diagnostiqué d'un trouble bipolaire. Une thérapie psychopharmacologique initiale non spécifiée a été introduite, et l'analyse des notes de cas a révélé une bonne adhérence au traitement et un changement de diagnostic vers un trouble délirant. Suite à une réadmission 12 ans avant le crime, il a été diagnostiqué de dépression et troubles de la personnalité. Au moment du crime, il était censé prendre du quésiapine et du carbonate de lithium prescrit. Aucun changement significatif n'a été signalé dans les dossiers médicaux jusqu'au jour précédant le meurtre, lorsque le père de l'auteur a demandé un examen médical, apparemment en raison d'une non-adhérence au traitement. Après l'homicide, l'expertise psychiatrique médico-légale a abouti à un diagnostic de troubles schizoaffectifs avec délire paranoïaque aigu. L'expert a conclu que l'auteur devait être considéré comme pénalement irresponsable en raison du délire aigu qui a motivé un comportement homicide incontrôlable. L'auteur a affirmé qu'il avait tué son père parce que ce dernier avait été remplacé par un imposteur qui menaçait à la fois la vie de son père et la sienne. Il a également rapporté qu'il percevait parfois l'imposteur comme un objet inanimé, tel qu'un sac de pommes de terre. Dans ce cas, la conviction délirante du meurtrier que son père avait été remplacé par un imposteur,
ainsi que le délire de persécution envers l'imposteur perçu, peuvent être encadrés dans un syndrome de fausse identification délirante, tel que le syndrome de Capgras. J'ai une maladie. C'est un trouble mental rare qui vous fait croire que vos proches sont remplacés par des extraterrestres ou des robots. Dans mon cas, c'est mon conjoint bien-aimé qui a été remplacé. Je ne connais pas l'origine de ces remplaçants. Ce n'est pas un robot, ça je le sais. Mais s'il vient d'une autre planète, d'une autre dimension, ou s'il a évolué ici sur Terre, je ne peux pas le dire. C'est un être organique et conscient. Ce qui est inhabituel chez moi, c'est que je suis consciente d'avoir une maladie. Je sais que je suis folle. Mais cela ne m'aide pas beaucoup. Si vous allez dans un institut psychiatrique et que vous montrez aux patients l'illogisme de leur comportement, ils ne seront pas guéris. Ils intégreront simplement votre explication dans leur propre réalité, généralement en disant que vous êtes de mèche. Je suis une personne rationnelle, qui aime la science, et je n'ai pas besoin que quelqu'un me montre les défauts de ma pensée. Je les connais. Très bien. Le problème, c'est que quand il est là, toute logique disparaît. Je peux m'asseoir ici et raisonner de manière structurée et calme. Je peux presque me convaincre que j'ai tout rêvé et que tout est redevenu normal. Puis je le vois. Et je retourne au pays des fous. Mon psy, ou mon psychiatre comme il préfère qu'on l'appelle, dit que ma lucidité est une bonne chose. Que c'est la clé pour aller mieux. Je ne sais pas. Si je ne savais pas ce que je sais, peut-être que je ne m'inquiéterais pas. Parce que je m'inquiète. Non, attendez, je ne m'inquiète pas. J'ai peur. J'ai peur que ma fille soit la prochaine. Je dis ma fille parce que je ne peux plus penser à elle comme étant la nôtre. Elle est la meilleure chose dans ma vie et je ne veux pas qu'il fasse partie de ça. Quand je la regarde, tout redevient normal. Je ressens de la chaleur, des sensations douces partout, et quand je la serre dans mes bras, je respire toujours profondément son odeur, l'odeur de la jeunesse et de l'innocence. Mais ensuite, elle court vers lui et ils s'embrassent. Je deviens glacé, je frissonne et je dois détourner le regard. Ça me brise le cœur, mais je dois juste détourner le regard. Cela fait quelques mois maintenant, et j'ai appris à vivre avec ma maladie à ma manière. Je me faufile la nuit et dors sur le canapé. Je ne peux pas supporter de dormir à côté de lui. Je travaille tard, et le week-end, j'essaie de sortir ma fille seule autant que possible. Dans l'ensemble, j'ai fait en sorte que ça fonctionne. Personne ne me croit quand je dis que je n'ai pas le syndrome de Capgras. Pardonnez-moi si cela est confus, personne ne semble m'écouter ou me comprendre, et je veux essayer une dernière fois pour trouver un peu de répit. Personne ne me croit quand je dis que je n'ai pas le syndrome de Capgras. C'est le 30 avril 1995, j'ai 18 ans et je suis rentré de l'université dans une maison vide. Ce n'est pas inhabituel, mais ce qui est étrange, c'est que cela a duré 5 jours. La maison vibrante à laquelle j'étais habitué, avec mon petit frère et ma petite sœur et mes 2 parents bruyants, était tombée silencieuse, pendant une semaine entière. J'étais inquiet, mais comme j'avais été absent pendant des mois, j'ai supposé que j'avais oublié un voyage que ma famille avait prévu et qu'il reviendrait bientôt. Le 6e jour, quand je me suis réveillé, j'ai senti l'odeur des pancakes et entendu les rires bruyants de mes frères et sœurs plus jeunes. J'ai descendu les escaliers 2 à 2 et j'ai couru dans la cuisine, souriant d'une oreille à l'autre, heureux de les voir enfin. Je me suis assis devant une pile de pancakes chauds et puis, j'ai regardé ma famille. Ce n'était pas ma famille. Ce n'était pas ma sœur. Ce n'était pas mon frère. Ce n'était pas mon père. Ce n'était pas ma mère. Ce n'était pas ma famille. Les photos dans la maison avaient changé pour correspondre à ces personnes. Ils avaient fait du bon travail, ils ressemblaient à ma famille, même taille, mêmes cheveux, mêmes yeux. Mais ce n'était pas eux. Ils portaient les vêtements de ma famille, ils mangeaient la nourriture de ma famille, ils s'appelaient par les noms de ma famille, mais ce n'était pas ma famille. Quelque chose semblait très étrange, ils avaient des sourires artificiels collés sur leur visage, leurs yeux se déplaçaient comme s'ils étaient suspicieux ou méfiants à mon égard et à l'égard de leur environnement. Leur peau était trop pâle et leurs joues trop rougies, comme s'ils avaient été pris au dépourvu, gênés d'avoir été découverts. Ils ne se déplaçaient pas normalement, ils faisaient des allées et venues quand j'étais là, ils s'agitaient et faisaient des efforts pour jouer leur rôle.
L'amour et l'affection que j'avais toujours ressentis émaner de mes parents et de mes frères et sœurs avaient été remplacés entièrement par un sentiment d'inconfort et de froideur. J'ai appelé la police, j'ai éclaté de rage et j'ai essayé de les chasser de la maison de ma famille, j'ai crié et hurlé, je leur ai ordonné de partir en les bombardant de menaces. Comme le titre le suggère, l'établissement psychiatrique m'a relâché avec un diagnostic de syndrome de Capgras. Essentiellement, on m'a dit que ma famille est bien ma famille, mais que mon esprit refuse de l'accepter. Selon ce diagnostic, je crois qu'ils ont été remplacés par des imposteurs qui leur ressemblent exactement. Personne ne m'a jamais cru. J'ai 29 ans et demain, j'aurai 30 ans. Je me sens vieux et fatigué, plus que je ne devrais à mon âge. Il y a environ un an, je vivais avec mon partenaire de longue date à Portland, Oregon. Nous travaillions tous les deux pour rembourser nos dettes étudiantes et nous vivions ensemble dans un duplex que nous partagions avec un ami commun et ses meilleurs amis, qui étaient frères. Nous étions 5 en tout et c'était un espace assez partagé, car nous avions abattu le mur de séparation peu de temps après notre emménagement. Tout le monde avait un travail et des responsabilités, donc nous vaquions chacun à nos occupations et ne nous voyions vraiment que le soir en rentrant à la maison. Le week-end de l'incident, nos 3 colocataires étaient partis en road trip en dehors de la ville. J'avais travaillé toute la journée et j'étais rendormi quand Juna est rentré à la maison. Il est parti rendre visite à un ami, il m'a laissé un message sur mon téléphone pour me le faire savoir, et quand je me suis réveillé, il n'était toujours pas revenu. C'était mon week-end. Je me suis fait une tartine que je n'ai jamais eu l'occasion de manger. Il est entré dans la maison à 9h du matin, et j'ai su presque immédiatement que quelque chose n'allait pas. Il ressemblait à Juna, parlait comme lui, presque exactement, mais je savais que ce n'était pas mon petit ami. Il m'a salué joyeusement et m'a demandé comment j'allais. Je ne connaissais pas cet étranger, mais il prétendait de manière convaincante qu'il me connaissait très bien. Il devait y avoir une raison, je le savais. Je lui ai menti et j'ai trouvé une excuse pour quitter la maison et appeler quelques amis proches, y compris nos colocataires. Je ne me souviens pas du contenu de ces appels. Plus tard, on m'a dit que j'étais agité et bouleversé. Je me suis félicité plusieurs fois dans la journée de rester calme, mais je ne sais pas vraiment comment je me comportais à l'époque. J'imagine que cela devait être effrayant. J'ai honte de l'admettre, et cette pensée me tient éveillé la nuit. Je suis rentré à la maison et j'ai commencé un carnet où je notais les comportements que je trouvais étranges. Il m'a apporté un bol de soupe au lieu de la mettre dans ma tasse préférée comme il le faisait toujours. Il a laissé sa serviette sur le porte-serviette au lieu de la jeter par terre. Il n'a pas branché son téléphone avant de se coucher. Encore une fois, j'ai trouvé une excuse pour rester dans le salon au lieu de la chambre. J'ai écrit dans le carnet toute la nuit. Le lendemain, je n'avais pas dormi, j'ai appelé la police et demandé quoi faire si un imposteur avait essayé d'entrer chez moi. La femme au téléphone était confuse mais a essayé de m'aider du mieux qu'elle pouvait. J'ai dormi quelques heures dans une bibliothèque et j'ai appelé sa mère quand je me suis réveillé. Elle disait toujours qu'elle m'aimait comme un fils. Aujourd'hui, elle m'a dit que je semblais fou. J'étais fou. Bien sûr que je l'étais. Va à l'hôpital, m'a-t-elle dit. Elle était dans le coup. Je me suis dit qu'elle était déjà dans le coup, que c'était trop tard, qu'il l'avait déjà eu. Je suis rentré à la maison. Juna dormait. Je l'ai attaché avec des cordes élastiques que nous avions dans le placard et il s'est réveillé en se débattant. Je l'ai calmé et l'ai interrogé pendant 1 heure. Il ne m'a jamais dit que j'étais fou. Il a dit qu'il y avait eu une grosse erreur et qu'il voulait m'aider à comprendre. Il m'a supplié de le laisser partir. Finalement, je l'ai fait. Il a appelé une ligne de crise pour un centre de santé mentale local et j'ai été admis volontairement. 2 semaines plus tard, Juna est venu me dire qu'il renonçait à sa procuration parce que c'était trop de responsabilités et qu'il voulait quitter l'État. J'étais seul après ça. Les conseillers m'ont proposé des séances de thérapie pour essayer de m'aider. J'ai commencé à prendre des médicaments. Quand je suis sorti, toutes ces affaires avaient été retirées de notre maison. Mes colocataires agissaient comme si j'étais brisé, alors ils parlaient soit trop doucement, soit trop fort pour essayer de cacher leur propre malaise. L'un d'eux avait déjà déménagé. Juna est venue me rendre visite il y a 2 semaines. Sa mère est morte.
J'ai appris qu'elle m'appelait le psychopathe à tous ceux qui voulaient bien l'entendre depuis l'incident. Mon cœur s'est brisé. Elle avait 50 ans et est morte dans un accident de voiture. Il a dit qu'il avait besoin de réfléchir et qu'il ne pensait pas que nous pouvions être ensemble pour le moment. Je bois tous les soirs même si mes médicaments me disent de ne pas le faire. J'ai peur pour mon avenir. J'ai perdu mon emploi pendant que j'étais à l'hôpital. J'attends toujours une réponse à mon appel concernant mon emploi. Mon père n'est pas mon père. Je le sais avec certitude, avec une conviction que je ne peux exprimer autrement que par cette phrase, il n'est pas lui. L'homme qui siffle en taillant des morceaux de bois, qui soulève un sac poubelle pour le jeter dans la benne, qui s'approche discrètement de ma mère pour déposer un baiser sur la peau rougie de son cou a toutes les caractéristiques de mon père. Il a les tempes grisonnantes, les yeux bruns larmoyants, la démarche chancelante due à un vieil accident de voiture, mais ce n'est pas lui. C'est autre chose, comme son négatif ou son ombre. Une créature que vous verriez à travers des lunettes de vision nocturne, avec des yeux vides et une bouche béante, un gouffre prêt à vous engloutir. Ce n'est pas juste moi. Ma voisine, Marie, m'a confié à voix basse que son mari n'est pas son mari. Elle repousse sa main alors qu'il se dirige vers la voiture et décharge des cartons du coffre. Il sourit simplement, le même sourire large et vide que celui de mon père. J'ai peur. Et si je n'étais pas moi-même? Je me pince la peau, prenant un certain réconfort dans la douleur qui émerge sous mes doigts. Non, je suis toujours là. Ce qui fait que je suis moi est toujours là, ce qui signifie que j'ai encore du temps. Ce n'est pas que moi et Marie. Quelques voisins sont allés chez le médecin, se plaignant de douleurs musculaires et de spasmes. On leur a dit de se reposer et de prendre un Xanax. Le coronavirus a été stressant pour nous tous, a dit le médecin. Rien d'inquiétant. Mais ensuite, l'insomnie a commencé. La première nuit où Madame Jones a frappé à ma porte à 2 heures du matin, je lui ai attaché sa robe autour de la taille et je l'ai doucement dirigée vers sa maison de l'autre côté de la rue. Elle bafouillait, confuse, les yeux à moitié ouverts. J'ai supposé qu'elle marchait dans son sommeil. Mais elle est revenue la nuit suivante, toujours en frappant, encore et la nuit suivante aussi. Sa fille s'est excusée et a dit qu'elle allait verrouiller la porte de la chambre. 2 nuits plus tard, la lumière du détecteur de mouvement s'est allumée dans le jardin alors que je montais les escaliers. Je pouvais voir mon autre voisin, Michael, dans l'éclair de lumière soudaine. Il était accroupi dans l'herbe, ses yeux sans pupille et d'un blanc laiteux, avec un large trou béant à la place de sa bouche. Je sais que ses yeux vides me fixaient, mais je ne sais pas si j'ai crié. Il s'est enfui par le portillon sur le côté, dans l'obscurité, toujours à 4 pattes. J'ai entendu dire que Michael a été emmené à l'hôpital de la ville voisine. Maladie de Creutzfeldt-Jakob, ont-ils dit. La vache folle. Il est de retour maintenant, sous une sorte de soin palliatif, je pense. Il m'a fait signe de la main depuis la porte d'entrée, avec ce sourire large, sans joie, qui ne touche pas les yeux. Je lui ai répondu d'un signe de la main, mais je sais que Michael n'est plus Michael. C'est à ce moment-là que mes cauchemars ont commencé. Je marche dans un couloir et les tableaux sur les murs montrent ce même couloir encore et encore. Je cours. Les tableaux deviennent de plus en plus grands, jusqu'à ce qu'il soit le couloir lui-même, et maintenant, il y a quelque chose au bout, quelque chose que mes yeux glissent sur, comme de l'huile sur de l'eau, quelque chose que mes yeux peuvent voir mais que mon esprit refuse de comprendre. Je sais que c'est grand et noir, non, pas noir, pas une couleur, mais l'absence de lumière, et ça s'approche. Chaque nuit, ça se rapproche. Que fera-t-il quand ça m'atteindra? Le mari de Marie l'a emmenée à l'hôpital il y a 3 jours. Elle criait alors qu'il la conduisait à la voiture, tirant vainement sur son bras alors qu'il la traînait en avant. Elle m'a vu la regarder et a croisé mon regard, suppliante, murmurant quelque chose frénétiquement à travers la vitre du minivan. Je voulais l'aider, j'ai même commencé à me diriger vers la porte, quand j'ai entendu mon père entrer dans la pièce derrière moi. Il n'a rien dit, a simplement levé la main en signe de reconnaissance silencieuse vers le mari de Marie. Puis, sa main est redescendue sur mon épaule comme un étau, me maintenant en place. J'espère que Marie m'a au moins vu pleurer. Je n'ai pas dormi depuis ce jour-là. Le même jour où Marie est partie, c'était la nuit où la créature de mes rêves a failli m'atteindre, sa main, ce que je conçois comme une main,
mais je sais que ce n'est pas une main, à quelques centimètres de mon visage. Si je dors encore, elle me touchera. Est-ce ce qu'elle fait, sa non-main en creuse me transformant en non-moi? Serais-je comme Michael, tordu et canin, ma bouche hurlant dans le néant? Ma mère ne l'a pas encore remarqué, je pense. Je ne sais pas comment. Je suis passé devant l'établi de mon père dans le garage. Il sculptait une figurine de moi, son couteau façonnant ma bouche en ce large sourire vide. Il a levé les yeux. Son couteau a glissé sur le bois de ma gorge, sciant de plus en plus fort. Il ne souriait plus. Marie est revenue aujourd'hui. Ses yeux étaient vitreux et elle regardait au-delà de moi, toujours enveloppée dans une couverture d'hôpital. Sa main était molle dans la prise de son mari. Mon père s'est retourné après avoir arrosé les roses pour sourire, de plus en plus large, jusqu'à ce que tout son visage ne soit plus que dents, gorge et une langue molle et charnue. Elle n'a rien vu. Je ne pense pas qu'elle ait vu quoi que ce soit du tout. Comme je ne dors pas, je les observe maintenant, les gens dans la rue. Une fois la nuit tombée, ils sortent un par un, l'inverse d'insectes attirés par une flamme. Ils évitent les lampadaires. Il y a Madame Jones, qui reste immobile près de sa boîte aux lettres, aussi droite qu'une allumette. Sa fille sort une demi-heure plus tard et arrange ses bras comme un épouvantail sur la pelouse, la tête et les mains pendantes tandis qu'elle se balance doucement dans la brise. Michael rampe lentement dehors à quatre pattes et s'arrête au bord de son allée. Il lève les mains vers son visage et mange la terre en dessous de lui, des touffes d'herbe et de terre s'accrochant à sa barbe. Un nouveau couple dont je ne me souviens pas du nom sort ensemble, si on peut appeler ça marcher, un mouvement saccadé de leurs jambes, les mains de la femme enroulées autour du cou de l'homme, son visage tordu de douleur silencieuse. Mon père s'agenouille sur l'allée en pavé, les yeux levés vers le ciel, la mâchoire déboîtée de sorte que sa bouche pend au-dessus de sa poitrine. Le mari de Marie est le dernier, celui qui fait le seul bruit. Il tient un tournevis dans une main et le tord dans la chair de son bras. Il rit, et rit, ou pleure-t-il? En tournant jusqu'à ce que j'entende l'os se fendre et voie le métal ressortir de l'autre côté. Je sais que mon père n'est pas mon père, et je sais que je ne resterai pas moi très longtemps. Hier, alors que je faisais mes courses, la caissière s'est penchée vers moi et a pris ma main, la serrant jusqu'à ce que ça fasse mal. Ma sœur n'est pas ma sœur, a-t-elle chuchoté, scannant rapidement mes articles de nouveau alors que le gérant s'approchait de nous avec un sourire vide et douloureux. Il a posé sa main sur son épaule et a incliné la tête en me regardant, de plus en plus, jusqu'à ce que je pense que son cou allait se casser. 4 tasses de café, 5, 6, 7 il y a encore des coups à la porte. Chaque fois que mes yeux se ferment, je vois la non-main, le doigt à quelques centimètres de mon front. Alors, si vous savez que votre mère n'est pas votre mère, que votre frère n'est pas votre frère, ou que votre ami n'est pas votre ami, n'attendez pas. Il n'est peut-être pas encore trop tard pour vous. Je m'appelle Émilie, j'ai 2 beaux enfants. Ryan, qui a 4 ans, et Chloé, qui en a 2. J'ai un merveilleux mari nommé Daniel. Nous sommes tombés amoureux à 18 ans et nous nous sommes mariés à 24 ans. Ma vie était exactement comme je l'avais imaginé quand j'étais petite, jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Quand j'étais à l'hôtel et que j'ai prononcé mes vœux, je ne pensais pas que je devrais prendre le « dans la maladie et la santé » aussi littéralement, mais j'avais promis de rester avec Daniel quoi qu'il arrive, et je suppose que c'est ça le mariage. Désolé si tout cela est un peu confus, je vais commencer par le début. Il y a environ 1 an et demi, peu après la naissance de Chloé, j'ai remarqué que Daniel commençait à agir légèrement différemment. Il ne me regardait plus de la même manière qu'avant, l'étincelle dans ses yeux avait été remplacée par un regard légèrement désapprobateur, comme s'il ne me faisait plus confiance. J'ai mis cela sur le compte de l'arrivée de notre nouveau bébé et de son instinct protecteur. Quand je regardais la télévision, je le voyais du coin de l'œil me fixer un peu trop longtemps. Les choses semblaient simplement être différentes. J'ai supposé qu'il traversait une sorte de dépression postnatale, ce qui est moins courant chez les hommes, mais je suppose que cela peut arriver. Puis les accusations ont commencé. Je rentrais à la maison après une longue journée de travail, je suis infirmière, et il me demandait où j'avais été. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à me toucher. J'étais retourné travailler tôt après mon congé de maternité pour gagner de l'argent supplémentaire pour subvenir aux besoins de nos enfants, et c'est ainsi qu'il me remerciait, en se rendant à mon travail tout au long de la journée pour m'observer à travers les fenêtres,
pour s'assurer que j'étais bien là. Je veux dire, à quel point est-ce pathétique. Pourquoi mon propre mari ne me fait-il pas confiance? Les choses ont empiré après cela, Daniel devenait de plus en plus en colère. Il a commencé à dire qu'il n'était pas le vrai père des enfants. Cette remarque m'a déchiré car Daniel est la seule personne avec qui j'ai jamais été. Ryan lui ressemble exactement. Il passait des heures dans la chambre de Chloé à étudier ses traits. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Je ne comprends pas comment mon mariage parfait a pu en arriver là. C'est lorsque Daniel m'a accusé de ne pas être la mère des enfants que j'ai réalisé à quel point c'était sérieux. Je pensais qu'il m'accusait de le tromper, et maintenant il disait que les enfants avaient été remplacés d'une manière ou d'une autre. Je me suis assise avec Daniel et je lui ai dit que je l'aimais de tout mon cœur, mais que je ne pouvais plus le laisser près des enfants s'il continuait à agir de manière aussi instable. Il y a environ une semaine, j'ai finalement dû prendre des mesures contre mon mari, autrefois si aimant. Je venais de descendre après avoir couché Chloé pour sa sieste de l'après-midi quand j'ai remarqué Daniel fixant un coin de la pièce. En levant les yeux, j'ai remarqué une petite caméra, quelle horreur qu'il me traite ainsi. Quand je l'ai interrogé à ce sujet, il m'a directement frappé au ventre. Je suis tombé par terre de douleur et Daniel m'a crié dessus. Tu n'es pas ma putain de femme, tu as remplacé nos enfants. Tu n'as même pas le même putain d'accent. Dis-moi ce que tu as fait de ma vraie famille. C'est à ce moment-là que je me suis précipité dans la salle de bain, je me suis enfermé et j'ai appelé la police. Daniel a été emmené et interné. Il y a 2 jours, il a été diagnostiqué avec le syndrome de Capgras. Le syndrome de Capgras est un trouble dans lequel une personne est convaincue qu'un ami, un conjoint, un parent ou un autre membre proche de la famille, ou un animal de compagnie, a été remplacé par un imposteur identique. Le syndrome de Capgras est classé parmi les syndromes de fausse identification délirante, une classe de croyances délirantes impliquant la fausse identification de personnes, de lieux ou d'objets, généralement pas conjointement. Il peut se manifester sous des formes aiguës, transitoires ou chroniques. Des cas dans lesquels les patients croient que le temps a été déformé ou substitué ont également été signalés. Ils le gardent à l'hôpital pour le moment, mais j'espère qu'il ira mieux bientôt. Nous avons besoin de lui. J'espère juste que les caméras ont été installées après que j'ai fait disparaître sa famille d'origine. Ma femme a commencé à devenir de plus en plus hostile envers moi, les enfants et ses propres parents. Nos enfants ont 12, 9 et 4 ans. J'ai commencé à remarquer cela il y a environ une semaine, quand notre fille de 12 ans est tombée en jouant et s'est blessée au visage. Je me suis précipité pour m'assurer qu'elle allait bien, mais ma femme ne s'est pas vraiment préoccupée. Elle est restée assise sur le banc en nous regardant, notre fille et moi. Ce soir-là, je lui ai demandé pourquoi elle n'avait pas réagi, et elle a simplement haussé les épaules en disant « Tu t'es occupé d'elle, donc c'est bon ». Ce n'est pas du tout son comportement habituel, et si cela s'était passé il y a quelques mois, elle aurait tout lâché pour s'occuper immédiatement de notre fille. Le lendemain, nous avons dîné, et notre fils de 9 ans lui a demandé de lui passer le ketchup. Elle ne l'a pas fait, mais a répondu « Pourquoi veux-tu manger notre ketchup ?» Cela m'a surpris et déconcerté. Il a demandé si ce n'était pas aussi son ketchup, mais elle a insisté que c'était son ketchup à elle et à sa famille. Je pensais qu'elle plaisantait, mais elle avait l'air extrêmement sérieuse et sincère, alors j'ai donné le ketchup à notre fils. Le reste de la journée s'est déroulé sans incident, mais elle n'a cessé de nous regarder, les enfants et moi, d'une manière, je ne sais pas vraiment, agressive. Comme si nous étions une menace pour elle. Durant la dernière semaine, je n'ai reçu qu'un seul baiser, aucun câlin ou autre signe d'affection, et même si elle me sourit parfois, cela semble extrêmement forcé. Parfois, elle me regarde comme si elle cherchait quelque chose. Évidemment, je lui ai demandé plusieurs fois si quelque chose n'allait pas, mais elle a toujours nié et a dit que tout allait bien. Le problème, c'est que si elle était seulement hostile envers moi, je pourrais comprendre, d'une certaine manière. Peut-être que je l'agace, peut-être qu'elle ne m'aime plus ou qu'elle pense que je la trompe, ou je ne sais pas. Mais elle semble aussi détester ou au moins être indifférente envers les enfants. Quand ils parlent de l'école, cela ne l'intéresse pas, quand ils ont des problèmes, cela ne l'intéresse pas. Elle ne les borde pas le soir, et je dis aux enfants qu'elle est juste de mauvaise humeur et qu'elle a beaucoup de choses à gérer. Mais évidemment,
ils savent aussi bien que moi que quelque chose ne va pas. Cela a vraiment dégénéré il y a 2 jours quand sa mère m'a appelé, me demandant si quelque chose n'allait pas avec sa fille. Apparemment, elle ne répond plus ou seulement brièvement à ses messages et ne veut plus la voir. Elle m'a dit que ma femme lui avait dit qu'elle n'était pas sa vraie mère, ce qui est bien sûr horrible à dire, et nous ne comprenons pas pourquoi elle a dit cela ou ce que cela signifiait. Quand elle a demandé à ma femme pourquoi, celle-ci s'est excusée en disant que c'était une blague. Elle n'a jamais ou rarement eu une dispute avec sa mère. Nous avons toujours eu une excellente relation jusqu'à cette semaine, et je ne peux en aucune façon comprendre ce qui a changé. Cela m'empêche de dormir la nuit parce que ma femme semble être une personne différente. J'ai d'abord pensé à une maladie mentale, peut-être une forme précoce d'Alzheimer, mais cela ne semble pas correspondre à son comportement. Elle a eu une dépression quand elle était plus jeune, mais c'était il y a 10 ans. Elle était aussi adorable qu'on peut l'être il y a encore 2 semaines. Il y a beaucoup d'autres exemples de son comportement, mais je n'ai pas l'énergie de tout écrire maintenant. Cela m'amène à hier. Je l'ai assise et lui ai demandé si quelque chose n'allait pas et que j'avais besoin d'une réponse maintenant, sinon nous verrions un psychiatre. Elle a commencé à me dire que tout allait bien et qu'elle devait juste agir comme elle le faisait toujours. Cette phrase m'a rendu malade car je ne savais pas ce qu'elle signifiait. Est-ce qu'elle voit quelqu'un? Est-ce que quelqu'un la tient en otage ou que se passe-t-il? Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, mais elle a de nouveau éludé la question, disant qu'elle allait bien. Je lui ai alors dit que nous irions voir un psychologue et elle a commencé à crier que je ne pouvais pas l'y obliger. J'ai insisté, alors elle m'a jeté une tasse, s'est levée et m'a dit qu'elle voulait retrouver sa vraie famille. Je ne sais pas ce que cela signifie. Nous n'avons rien changé. Tout est comme il y a 1 mois. Elle a pris son sac à main et s'est enfuie de la maison. Elle est revenue quelques heures plus tard et m'a dit qu'elle était désolée pour son comportement. Elle a fait un complet volte-face et m'a dit que tout allait bien maintenant. Elle m'a embrassé et m'a dit qu'elle m'expliquerait demain, mais qu'elle était fatiguée. Plus tard, quand nous sommes allés nous coucher, elle n'a cessé de me regarder comme si j'étais un étranger, mais j'étais aussi extrêmement épuisé par tout cela et je me suis endormi. Ce matin, elle avait quitté la maison. Je ne peux pas la trouver et il semble qu'elle ait pris certaines de ses affaires. Quelques vestes, son sac à main, 2 paires de chaussures. J'ai appelé ses parents, ses amis, tout le monde qu'elle connaît, mais personne ne l'a vue. Ses amis m'ont dit qu'ils n'avaient pas eu de contact avec elle depuis la semaine dernière. Dois-je appeler la police maintenant? Certains d'entre vous ont-ils vécu quelque chose de similaire? Je ne sais vraiment pas quoi faire. Je ne me suis jamais senti aussi impuissant. J'ai appelé la police quelques minutes après que les premières personnes ici me l'ont conseillé. La police a pris mon histoire très au sérieux et a dit qu'ils allaient la rechercher immédiatement. Je leur ai donné quelques endroits où elle pourrait se trouver. J'ai attendu à la maison et distrait les enfants, leur disant que leur mère avait pris du temps pour elle. Ses parents sont chez moi et jouent avec les enfants, ils sont tout aussi dévastés et nerveux que moi. Ils ont trouvé ma femme 1 heure plus tard au parc local, 5 heures après avoir commencé à la chercher. Elle n'avait pas l'air de fuir ou de se dépêcher, mais simplement d'attendre, assise sur un banc. Ils m'ont cependant dit qu'elle était extrêmement hostile envers la police et qu'elle a frappé un officier. Elle est maintenant dans une clinique psychiatrique, mais je ne suis pas autorisé à la voir, ni personne d'autre. Les médecins s'occupent d'elle et m'appelleront dès qu'ils en sauront plus. Merci à tous ceux qui ont répondu. Je suis extrêmement inquiet et je lis toutes les informations sur les maladies mentales que vous avez mentionnées. J'espère juste que c'est quelque chose qu'ils pourront guérir rapidement. Je me sens toujours comme dans un mauvais rêve. En y réfléchissant, le syndrome de Capgras correspondait vraiment aux symptômes, mais je ne pouvais pas l'accepter tout de suite, espérant encore qu'elle nous jouait un tour ou que c'était quelque chose de bénin et temporaire et que j'avais juste surréagi. Après qu'ils l'ont admise, je suis allé à l'institut psychiatrique pour donner une explication exacte de ce qui s'était passé la semaine dernière. Le psychiatre a supposé une forme de schizophrénie. Ils m'ont dit qu'ils allaient s'occuper d'elle et que je devais rentrer chez moi pour m'occuper des enfants. J'avais l'impression d'être ivre tout le temps, je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Le psychiatre m'a appelé hier soir et m'a demandé de venir à son bureau. J'ai laissé mes enfants avec leurs grands-parents et j'ai conduit, ce qui m'a semblé être une éternité. Elle m'a dit directement qu'elle pensait fortement que c'était le syndrome de Capgras. Elle n'avait jamais vu de cas de Capgras auparavant,
mais tout ce qu'elle avait rassemblé correspondait. Elle m'a expliqué comment s'étaient passés les 2 derniers jours. Ma femme est arrivée là-bas, extrêmement hostile. Ils l'ont placée dans une pièce sécurisée où elle ne pouvait pas se blesser. Elle s'est calmée après quelques heures et le psychiatre a pu lui parler. La bonne nouvelle est qu'elle s'est rapidement ouverte et lui a expliqué ce qu'elle pense. Elle sait que sa famille et la plupart de ses amis ont été remplacés par des clones. Elle pensait que nous, les clones, avions envoyé des policiers pour la chercher et qu'elle avait peur de ce que nous pourrions lui faire. Elle s'est enfuie parce qu'elle sentait que nous pourrions l'attaquer, mais surtout pour prendre un peu de recul. Elle n'est toujours pas sûre si les clones sont malveillants ou non. Cela explique pourquoi elle ne me faisait pas confiance et cherchait toujours des signes en moi et chez les enfants. Ma femme a dit que nous agissions exactement comme les vrais et que notre déguisement était parfait, mais elle savait que nous n'étions pas réels parce qu'elle ne ressentait plus d'amour envers moi, les enfants ou ses propres parents. Écrire cela me donne l'impression qu'un poignard me transperce la poitrine. Elle a également dit au psychiatre qu'elle essayait de cacher sa méfiance envers nous, parce qu'elle ne pouvait pas être sûre que nous sachions qu'elle savait que nous n'étions pas les vrais nous. Son délire selon lequel nous avions été remplacés est apparu un jour avant que je ne le remarque. Il y a 10 jours. Elle s'est réveillée, m'a regardé et a su que je n'étais plus le même, que je n'étais plus le vrai. Pareil pour les enfants, ses parents et ses amis. Elle n'avait jamais eu ces pensées auparavant. Elle a demandé au psychiatre si elle savait qui nous avait remplacés ou pourquoi cela s'était produit ou si cela arrivait souvent. Le psychiatre a essayé d'éviter de répondre à sa question parce qu'elle n'était pas sûre de la réaction de ma femme si elle cédait ou la sortait de son délire. Ma femme lui a demandé quand elle pourrait sortir, et le psychiatre lui a demandé si elle voulait sortir, et elle a répondu qu'elle se sentait bien ici. Cela lui apporte un certain confort d'être avec des professionnels et elle a maintenant le temps de réfléchir. Cela aide que ma femme soit infirmière et qu'elle respecte beaucoup les médecins. Le psychiatre m'a expliqué comment ils allaient essayer de déconstruire progressivement son délire et que cela pourrait prendre peu de temps ou très longtemps avant qu'elle ne se rétablisse complètement. Elle m'a expliqué qu'il était possible qu'elle ne se rétablisse jamais vraiment. Mais le fait qu'elle se soit ouverte à ce sujet et qu'elle ne se sente pas nécessairement effrayée est un bon signe. Je ne suis toujours pas autorisé à la voir car cela pourrait la paniquer. Elle semble être parfaitement lucide sur tout le reste. Elle connaît les noms, les dates, les lieux, les faits et tout ce qu'elle savait auparavant. Seule l'idée que nous ne sommes pas les vrais est maintenant une certitude pour elle. Maintenant, j'attends des nouvelles, bonnes ou mauvaises, sur son évolution. Écrire tout cela m'a vraiment aidé. J'essaie de comprendre cette situation et j'ai surtout peur pour elle et les enfants. Je ne peux pas cacher à quel point je suis bouleversé et le fait que ma femme ne soit pas à la maison, alors j'ai expliqué aux enfants qu'elle est dans un hôpital psychiatrique et qu'elle doit se rétablir. Le petit de 4 ans ne comprend pas vraiment, mais les 2 autres ont pris ça étonnamment bien. Ça aide qu'ils aient entendu toutes ces histoires morbides que ma femme leur a racontées depuis l'hôpital, je suppose. Ils m'ont demandé quand ils pourraient la voir et je leur ai dit que je ne savais pas, mais j'espère que ce sera bientôt. Je ne me suis jamais senti aussi vide et je ne sais pas si je devrais être triste ou en colère. Chaque fois que je vois ma mère ces derniers mois, elle me prend à part et me demande de l'aider à comprendre qui est mon père et qui est l'autre homme. Spoiler, c'est la même personne. Elle ne semble plus vraiment comprendre qu'elle est mariée à mon père après 50 ans. Elle semble encore savoir qui je suis et quelle est notre relation, mais elle me demande « Comment le connais-tu » Et quand je réponds « C'est mon père », l'expression sur son visage est de la pure confusion et du choc. Je ne me fâche pas contre elle, mais je me demande si je fais une erreur en la corrigeant. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter ou se stresser à propos de leur relation, mais juste d'essayer de se souvenir qu'il est quelqu'un qui l'aime, qui veut prendre soin d'elle et la garder en sécurité. Elle semble accepter cette explication de manière hésitante, mais je peux dire que cela la rend anxieuse malgré le fait qu'elle dit « c'est un type très gentil ». Elle pense aussi qu'il y a un 3e homme qui vit avec eux. Tout ce que j'ai lu à propos du syndrome de Capgras dans le cadre de la démence dit qu'il ne faut pas argumenter ou essayer de les convaincre que leur délire est faux. Oups, je lui ai dit que son esprit lui joue des tours parfois et qu'elle ne devait pas s'en inquiéter. Le problème, c'est qu'elle est encore assez lucide et logique à bien des égards. Je crains que si nous mentons sur qui il est, elle s'en rende compte et me fasse moins confiance. Je veux surtout la rassurer et qu'elle se sente en sécurité. Heureusement, à ce stade, elle l'aime bien et se sent en sécurité avec lui.
Elle n'a pas d'agressivité comportementale, juste parfois de l'agitation et de l'anxiété. J'ai beaucoup de mal à accepter le diagnostic de trouble délirant de mon père, 53 ans. Je pense que ce contexte est important. J'ai grandi en subissant ces abus toute ma vie. Quand j'avais presque 18 ans, ma mère est tombée si malade qu'elle a dû être plongée dans le coma pendant quelques semaines. À l'époque, nous pensions qu'elle allait mourir, mais elle va bien maintenant, ce qui a déclenché chez lui quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Avant qu'elle ne tombe malade, j'avais remarqué de petites choses, comme le fait qu'il me disait que des gens mettaient du sucre dans le réservoir de ma voiture, donc je devais mettre un verrou dessus, ou qu'il me faisait bloquer des personnes aléatoires sur Facebook, convaincu que des gens nous surveillaient, même si nous n'avions pas de voisins à des kilomètres, ce qui me rendait extrêmement paranoïaque. À l'époque, je pensais juste qu'il était bizarre. Après que ma mère est tombée malade, il est devenu si horrible que j'ai déménagé le lendemain de mes 18 ans, en août 2016, dans mon propre appartement. La prochaine fois que je l'ai vu, c'était à Noël 2016. Ma mère m'avait dit que mon père avait commencé à parler tout seul, mais je n'avais pas compris à quel point c'était grave jusqu'à ce jour-là. Il n'arrêtait pas de parler à une personne imaginaire quand il était seul, mais quand il me voyait, il s'arrêtait. Ce fut la dernière fois que je l'ai vu. En septembre 2018, ma mère et mon frère cadet vivaient encore avec lui, et il était devenu un alcoolique majeur. Ce soir-là, il les a attaqués tous les deux, puis le policier qui est arrivé alors qu'il était en rage alcoolisé. Le lendemain, il a été arrêté pour des charges mineures d'agression et nous les avons déplacés dans un endroit sûr. Depuis ce jour, je ne l'ai pas revu pour préserver ma santé mentale. Il est maintenant diagnostiqué avec un trouble délirant et présente des signes de syndrome de Capgras non diagnostiqué, croyance en des doubles ou des sosies de proches. Il vit toujours dans cette maison, en invalidité parce qu'il est trop délirant pour travailler, et ce depuis des années. Ma mère a divorcé pour sa sécurité et mon frère est maintenant adulte. Il est là, en train de se saouler à mort, refusant l'aide de quiconque. Il est complètement convaincu que je suis mort et que tous les membres de sa vraie famille sont morts, mais quand ma famille essaie de l'aider, il les accuse d'être des imposteurs et envoie à ma mère des textos très effrayants et étranges sur des absurdités complètes. Je sais que c'est une situation difficile, mais ces conditions sont si rares que je ne sais pas où trouver du soutien ou des conseils pour surmonter cela. Cela me cause beaucoup de douleur et de chagrin pour quelqu'un qui est encore vivant. Je me sens tellement coupable de ne pas pouvoir l'aider, et j'ai l'impression que je dois juste accepter que je ne le reverrai pas avant qu'il ne soit mort ou mourant. Mon frère passe souvent devant la maison pour s'assurer que les choses ont bougé, que les lumières s'allument et s'éteignent, pour vérifier qu'il est toujours en vie. Quand je me suis réveillé ce matin-là, je n'aurais jamais imaginé que ce serait le début d'un tourbillon irréel. L'air était lourd et oppressant, comme si la maison elle-même savait que quelque chose n'allait pas. Je suis allé à la cuisine, le sol crépitant sous mes pieds, le bruit du café coulant dans la cafetière créant un écho étrange dans le silence. Ma mère était là, le dos tourné, en train de préparer le petit déjeuner. Elle se tourna et me sourit. Mais ce sourire, il avait quelque chose de décalé. Ses yeux semblaient un peu trop larges, ses gestes légèrement saccadés. J'ai secoué la tête, me disant que c'était probablement la fatigue. Mais alors, j'ai remarqué des détails troublants, la façon dont ses cheveux brillaient de manière étrange sous la lumière, ou le fait que ses mains bougeaient avec une fluidité presque trop parfaite. Le café avait un goût étrange aussi, amer et bizarrement métallique. Je me suis forcé à le boire, essayant de faire abstraction de ce malaise croissant. Chaque mouvement de ma mère, chaque mot qu'elle prononçait, semblait résonner dans un vide sonore, comme une mauvaise pièce de théâtre. Cette impression ne m'a pas quitté au cours des jours suivants. En fait, elle s'est intensifiée. Je voyais mon père dans le salon, assis dans son fauteuil préféré. Il avait l'air de lire le journal, mais ses mouvements étaient trop calculés, trop lents, presque robotisés. Quand il m'a regardé et a souri, ce sourire semblait être un masque, une façade trop parfaite pour être réelle. Les jours passaient et le monde autour de moi se déformait comme une peinture qui fond sous une chaleur intense. Les visages de mes amis devenaient des masques étranges et froids. Leur voix, autrefois familière, se transformait en murmures déformés. Je voulais crier, mais les mots se coinçaient dans ma gorge, étouffés par une peur viscérale.
Je me suis mis à suivre un rituel absurde pour me rassurer, je les observais en cachette, espérant déceler une fissure, un détail qui prouverait qu'ils étaient réels. Je scrutais les photos de famille, essayant de détecter la moindre variation dans les traits, cherchant à comprendre ce qui avait changé. Le simple fait de ne pas reconnaître les gens que j'avais connus toute ma vie me plongeait dans une terreur glaçante. Chaque nuit était une épreuve. Mon esprit se débattait avec des visions de visages qui se déformaient, des voix qui se superposaient, des ombres qui dansaient dans les coins de ma chambre. Je savais que les personnes autour de moi n'étaient pas censées être des imposteurs, mais chaque fibre de mon être me criait le contraire. Je me réveillais en sueur, le cœur battant la chamade, persuadé que la réalité elle-même était en train de se dérober sous moi. Chercher de l'aide a été un voyage en soi. Les spécialistes parlaient avec une froideur clinique, dépeignant le syndrome de Capgras comme une simple altération cognitive. Mais pour moi, c'était un labyrinthe mental où chaque issue semblait me mener plus loin dans l'absurde. Le soulagement de savoir que je n'étais pas complètement fou était contrebalancé par la terreur persistante de vivre dans un monde où la vérité semblait aussi fluide que du sable mouvant. Aujourd'hui, je continue à naviguer dans ce dédale de certitudes ébranlées. Il y a des jours où je trouve des bribes de normalité, des moments où les sourires et les voix résonnent avec une clarté passagère. Mais ces instants sont souvent éclipsés par des vagues de doute et de confusion. Mon monde est devenu un endroit où chaque visage peut être une illusion, et chaque sourire, un mensonge. Je vis dans l'ombre d'une réalité qui m'échappe, cherchant désespérément à retrouver un ancrage dans un univers qui semble s'effondrer autour de moi. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.